Bonjour à tous. J'ai suivi cette journée avec beaucoup d'intérêt. Alors, je vais m'efforcer d'être aussi synthétique que cette journée a été quand même assez longue. Euh, Standardisation versus individualisation. C'est sous la bannière de cette indépassable opposition que s'est placé ce colloque dont un fil rouge est apparu dès la présentation par Christophe Kezel en Brunaz du bilan des activités de son projet IUF, sous la forme du rôle des nouvelles technologies dans l'évaluation du dommage corporel. Je songeais en l'écoutant à l'étude devenue classique d'Alain Suppiot sur la gouvernance par les nombres, mettant en garde contre la résurgence du vieux rêve occidental d'une harmonie fondée sur le calcul et d'un nouvel ordre normatif qui vise la réalisation efficace d'objectifs mesurables plutôt que l'obéissance à des lois justes. Alors, ce serait sans doute faire un mauvais procès au droit du dommage corporel que de lui reprocher de vouloir mettre la rationalité des chiffres au service de l'indemnisation. Il reste que le big data et tous les instruments de modélisation qu'offre notre société numérisée ne présentent pas, il faut le reconnaître, que des avantages et comportent, c'est bien connu, des risques en termes d'individualisation, en tant précisément qu'ils tendent par essence vers la standardisation. Quand en outre ils sont utilisés par les assureurs, comme on l'a vu tout à l'heure, alors évidemment, des questions peuvent parfois se poser. Si ces tendances lourdes doivent rester à l'esprit, il faut se garder, me semble-t-il, de toute schématisation, tant il est vrai que ces nouveaux moyens techniques permettent aussi, et peut-être surtout, d'approcher au plus près la situation de chaque victime. Sans parler d'ailleurs des avancées technologiques qui, telles la bioingénierie et la biorobotique, permettent d'améliorer, comme on l'a vu, la restauration, ou pourrait-on dire la minoration des conséquences du dommage corporel. Une manière de souligner aussi que la dialectique individualisation-standardisation est sans doute proprement indépassable. Mon impression à écouter les rapports, moi qui n'ai ces dernières années gardé qu'un œil curieux sur la matière, pour y revenir aujourd'hui plus attentivement par mes fonctions, c'est que si les mérites des nouvelles technologies peuvent parfois être interrogés quand on prétend en faire l'alpha et l'oméga de l'évaluation, elles sont d'un apport significatif pour... Attends Philippe, un instant s'il te plaît, j'ai un vrai souci. Si tu m'entends. Euh, je pense que la distance est long. Qu'il s'agisse de focus sur certains chefs de préjudice ou celle plus générale de la manière d'articuler sur un plan juridique les différents postes de préjudice. Et de ce point de vue, il m'a semblé que les rapports ont donné utilement à réfléchir. Et plusieurs m'ont convaincu que notre nomenclature française, dont personne ne conteste qu'elle a permis de réaliser de substantiels progrès, mériterait aujourd'hui d'être à tout le moins mise à jour et peut-être même assez largement repensée. Je précise d'ailleurs que l'idée est dans l'air et qu'à la Cour de cassation, le souhait de participer, voire d'initier cette entreprise existe. Le rapport consacré aux violences sexuelles et sexistes aura aussi contribué à montrer que, sur le plan des préjudices extra-patrimoniaux, la nomenclature d'Antillac, telle que mise en œuvre par les tribunaux, ne prend en compte la spécificité de ces atteintes que très imparfaitement et qu'il manque sans doute en la matière des chefs de préjudice autonomes. L'éclairage du droit comparé a pu conduire à susciter, me semble-t-il, la même interrogation. Le préjudice ménager du droit germanique n'a pas d'équivalent véritable dans notre nomenclature et on hésite à considérer que tous les éléments d'un tel préjudice se retrouvent dans le poste d'assistance tierce personne.
Puisque j'évoque ici le droit comparé, j'avoue que je suis toujours impressionné par la très grande diversité des approches et des outils juridiques d'appréhension du dommage corporel qui résultent d'une étude comparée d'un système juridique à l'autre. Ce qui a été dit de l'expertise en droit anglais donne aux juristes français un sentiment d'exotisme assez prononcé et l'occasion de s'étonner que le système processuel anglais puisse ainsi permettre une individualisation qui serait assez poussée avec la possibilité, nous a-t-on dit, pour l'avocat de faire diligenter des expertises plus pointues qu'on ne le trouverait peut-être ailleurs, et en tout cas en droit français. J'ai noté aussi que le droit de la République tchèque s'ouvre à la reconnaissance de préjudices d'ordre psychologique autonomisés des lésions physiologiques. Et la problématique a été envisagée en droit français avec l'originalité des préjudices d'angoisse de mort imminente et les préjudices d'attente, sorte d'excroissance des souffrances endurées et du préjudice d'affection, avec cette irréductible originalité qu'ils sont, alors selon une expression à la mode qui est, me semble-t-il, un peu employée à toutes les sauces, qu'ils sont ces préjudices situationnels, c'est-à-dire, si l'on en croit le rapport qui a été consacré à ces préjudices, qu'ils sont considérés indépendamment de toute atteinte physique. Alors la question qui demeure à leur égard, et en tout cas à l'égard du préjudice d'angoisse, celle de savoir s'il peut être caractérisé en l'absence de survenance de la mort. La question reste en suspens. Elle me paraît d'évidence positive dans la mesure où on est en présence de ce que, pour ma part, j'avais appelé un préjudice expectatif, mais la question n'a, me semble-t-il, pas encore été tranchée expressément. En droit comparé, toujours, la proximité géographique n'induit pas nécessairement la proximité des concepts et celle des solutions. Euh, Toute la construction du droit du dommage corporel italien donne à voir un dispositif bien éloigné du droit français, avec les stigmates d'une liste limitative des intérêts protégés, le dommage non pécuniaire longtemps indemnisable seulement dans les cas prévus par la loi, la propension, si j'ai bien compris, à concentrer l'extra-patrimonial en deux catégories qu'un Français mal disposé euh, pourrait qualifier d'attrape-tout. La quête d'un peu d'harmonie s'est manifestée avec l'onction donnée par la Cour de cassation italienne à des barèmes locaux. L'harmonisation a beau être un objectif partagé, l'entreprise paraît bien aléatoire et en tout cas à l'échelle ne serait-ce que de l'Europe. On l'a vu tout dernièrement avec les chiffres qui nous ont été communiqués sur, si j'ose dire, le prix d'un bras ou d'une jambe et les différences abyssales qui sont apparues. Tout cela donne quand même à réfléchir. Alors, dans les systèmes fédéraux comme celui de l'Australie, cela paraît évidemment, l'harmonisation également relever de la gageure avec finalement des disparités d'un État fédéral à l'autre. Alors, j'ai cru comprendre que dans le cadre du Common Core Project, la voie d'un droit du dommage corporel harmonisé et plus fermement plus performant passe notamment par les progrès de la restauration et donc de la prise en charge du handicap, ce que les assureurs français appellent l'accompagnement du projet de vie de la victime, et par, nous a-t-on dit également, une stimulation de la négociation entre les parties. Pourquoi pas, mais il me semble que ces orientations ne doivent pas être encouragées au détriment des principes qui, en France, fondent la matière, et notamment celui de la réparation intégrale. Que le droit de l'indemnisation ne soit pas sacrifié sur l'autel du droit à l'accompagnement et à la restauration, c'est un vœu que je me permets de formuler au passage. On est loin, en tout cas, de la présentation qui nous a été faite du droit de la CIMA, où l'indemnisation ne semble pouvoir être envisagée, hors l'appréciation à la fois omniprésente et souveraine du juge. Une autre question relevée dans ce même rapport et qui a largement émaillé la dernière partie de cette journée, c'est celle des difficultés soulevées par la temporalité, les problématiques d'aggravation, de révision, de prescription. Et au Québec, on a pu mesurer
avec le rapport, la dimension politique que revêt la question de la prescription. 3 ans, un délai qui, nous a-t-on dit, paraît bien court si on le compare à notre délai décennal, et sans parler évidemment du point de départ, puisqu'en droit français, avec un point de départ à la consolidation, on est susceptible de reculer considérablement. 3 ans donc, portés à 10 ans lorsque le dommage corporel résulte de la commission d'un acte criminel, 30 ans, voire imprescriptibilité des actions en réparation des violences à caractère sexuel. On voit bien ici que les disparités tiennent à des choix et à quelque part des marques symboliques que l'on veut porter. Quant à la possibilité de révision des indemnités, c'est la distinction entre droit commun et systèmes spéciaux d'indemnisation étatique qui donne la clé. La rente n'est pas envisageable, nous a-t-on dit, en vertu du Code civil. Encore et toujours la distinction quasi universelle entre le droit commun et les régimes spéciaux. Je suis pour ma part convaincu de longue date que si l'harmonisation est un objectif légitime, elle ne doit pas être perçue comme un absolu à atteindre à tout prix. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que toute singularité n'est pas une anomalie. Et s'il est un maître mot en droit du dommage corporel, c'est bien celui de singularité, qui légitime, je dirais, une fois pour toutes, l'individualisation de la réparation. Sans doute, la standardisation n'est-elle pas en soi un mal qu'il faudrait par principe combattre, mais elle doit s'entendre de moyens plutôt que de s'envisager comme une fin. En cette matière faite de chair et de sang, un des enjeux majeurs qui demeure à mon sens, au-delà de telles techniques, de telles solutions, c'est l'usage d'un appareil sémantique qui fasse consensus. L'importance de disposer d'outils conceptuels qui puissent renvoyer à des réalités sur lesquelles on s'accorde. Je terminerai que l'on me pardonne à nouveau sur une note franco-française et à nouveau sur la nomenclature d'un TILIAC qui a été élaboré il y a bientôt 20 ans et qui, je le disais tout à l'heure, a permis de réaliser des progrès. Au-delà de la définition ordonnée des chefs de préjudice, c'est une méthodologie de l'appréhension des préjudices avec la distinction du patrimonial, de l'extra-patrimonial, du permanent, du temporaire, avec évidemment la distinction également des préjudices directs et des préjudices par ricochet. Comme cela a été dit, cette nomenclature n'a jamais été perçue, en tout cas par ses concepteurs, comme une liste fermée, comme une liste limitative. Et la Cour de cassation, avec beaucoup de précautions et je dirais de parcimonie, au regard des nombreuses invites qui lui ont été faites d'allonger la liste, a consenti à reconnaître, encore une fois avec beaucoup de prudence, certains nouveaux postes de préjudice. On l'a vu tout à l'heure avec le préjudice d'angoisse de mort imminente, un préjudice très spécifique puisque le dommage et le préjudice se contractent ici en une même réalité. Je ne suis pas sûr pour ma part qu'il faille s'en émouvoir au nom d'une rupture de méthodologie. Il y a une place dans une nomenclature pour des catégories très dissemblables. En tout cas, l'apparition de ces nouvelles catégories, jointes aux difficultés suscitées par des catégories existantes, milite pour que l'ouvrage soit remis sur le métier. Et ce, pour essayer de faire mentir Camus. Chacun se souvient de sa fameuse formule: mal nommer les choses est ajouter au malheur du monde. Je crois que la profondeur et la véracité de cette formule se vérifient dans notre discipline. Je vous remercie de votre attention.